Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver dans ce bilan culture du mois de juin. Je vais commencer avec les bouquins et je vais y aller directement parce que il y en a beaucoup. J'ai lu pas mal de petits livres en fait. J'ai commencé le mois avec Les Fils de la Médina de Naguib Mahfouz. On va suivre des hommes au sein du Caire, au sein d'un quartier du Caire très précaire. On va partir d'une histoire de roi, de descendance, de prince et de combat entre des frères, entre guillemets, pour l'héritage du trône. Donc on va partir de ça et on va évoluer au sein de ce quartier. On va voir comment ça influe sur énormément de générations. Il y a une notion de descendance, de chronologie. Il y a toute une avancée dans le temps et à quel point l'histoire initiale influe sur toute la population en règle générale. C'est un très gros livre, donc c'est assez compliqué à résumer, mais j'ai adoré la plume. Je trouve que Naguib Mahfouz a une plume hyper fluide, hyper belle, simple à suivre. Après, il y a des termes qui sont reprécisés, heureusement, mais qui sont complexes quand on n'y est pas amené directement. C'est des tout petits chapitres. J'avais reçu ce livre avec la Cube et je suis très contente que de l'avoir lu. J'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment hâte de me replonger dans la plume de cet auteur. Ensuite, j'ai lu un classique de la littérature américaine qui est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. On va suivre l'histoire d'un homme qui est Atticus Finch, c'est ça, sous le prisme de sa fille. Donc Atticus Finch est un avocat qui est commis d'office pour défendre un homme noir face à des accusations de viol envers une femme blanche. J'ai eu énormément de mal à me mettre dans ma lecture. Les 200 premières pages étaient très longues, très lentes. À partir du moment où on entre plus ou moins dans le process, ça devient intéressant et il y a des dynamiques qui sont quand même assez pertinentes, même à l'heure actuelle, quant à la question du racisme, quant à la question des chances en tant qu'homme précaire, en tant que personne racisée dans un état du sud des États-Unis. Après, moi, je mets vraiment un point sur la plume qui n'a pas été agréable à mon sens, qui a vraiment ralenti mon rythme dans le livre. Je trouvais ça lent à se mettre en place. En plus, la narratrice m'a beaucoup énervée. Je trouve que c'est une enfant très donneuse de leçons. J'ai pas du tout aimé ça. Et je trouve qu'il y avait un côté hyper naïf, mais qui était pas bien exploité à mon sens. Ensuite, je l'ai pas sous la main, mais j'ai lu Mes bien chères sœurs de Chloé Delhomme. C'est un essai féministe où Chloé Delhomme revient sur beaucoup de bases du féminisme, qui explique aussi plusieurs termes, notamment sororité, qui est arrivé en même temps que fraternité dans la Grèce antique, il me semble. Et elle va expliquer beaucoup de dynamiques encore actuelles dans nos sociétés quant à la question du féminisme. J'ai beaucoup aimé, c'est très simple à lire, je pense que c'est une bonne porte d'entrée quant à la question féministe. C'est pas quelque chose qui m'a fait découvrir moult aspects du féminisme, mais ça repose les bases. Il y a vraiment un élan de sororité dans ce livre et c'est un livre qui fait du bien. C'est un essai féministe qui fait du bien. Si on a la possibilité de vous l'offrir, si vous avez la possibilité de l'emprunter en bibliothèque, je vous incite à le faire. C'est très court. Moi je l'ai lu d'une traite je crois. Ensuite j'ai lu un livre d'une autrice que je ne connaissais pas du tout, qui est vietnamienne. Alors je vais pas faire l'affront de dire son nom, et c'est Quand on est jeune. Donc on va suivre des histoires d'amour au Vietnam. Il y a toute une question de l'opposition entre la vieillesse et la jeunesse. C'est pas réellement un roman, c'est plus des parcours de vie qui relèvent davantage de parcours initiatiques, de romans d'apprentissage, mais pas du tout roman d'apprentissage comme nous on l'entend dans nos cultures occidentales. J'ai bien aimé, après j'ai pas trouvé la plume exceptionnelle
et c'est pas un livre qui à mon sens me marquera à vie, mais on passe un bon moment. J'ai lu Soi de Alessandro Baricco. Alors Alessandro Baricco, j'en ai entendu parler beaucoup de fois et avec beaucoup d'éloges, et j'avoue que je voulais lire Soi pour la couverture. On va suivre Hervé Joncourt, qui est un homme qui fait une expédition en 1860, notamment au Japon, pour sauver les élevages de vers à soie. C'est un tout petit livre, hein, il fait, je sais pas, 100 pages, 130 pages, voilà. J'ai pas été hyper happée par la lecture. Je trouve que la plume est pas exceptionnelle, et il y a un truc qui m'a vraiment énervée, c'est que limite à chaque phrase, il répète Hervé allait de droite à gauche, puis Hervé avançait tout doucement. Hervé faisait ceci, Hervé faisait cela. Alors c'est sûr, on n'est pas perdu dans la lecture, dans la narration, mais c'est redondant. Je ne vais pas dire que c'est pas bien écrit, mais en tout cas, c'est pas ce à quoi je suis sensible. Et au-delà de ça, j'ai pas trouvé l'histoire exceptionnelle. Dans un sens, ça m'a un peu fait penser à l'alchimiste, qui est porté au nu constamment, mais que personnellement j'avais vraiment pas aimé. J'ai encore Novecento pianiste de Baricco, donc je verrai si il me plaît plus, mais en tout cas soit ça n'a pas été une grande réussite pour moi. Ensuite j'ai lu La mort à Venise de Thomas Mann, suivi de Tristan et de Le chemin du cimetière. Ce sont des nouvelles que j'ai beaucoup aimées. Dans La mort à Venise, on va suivre le protagoniste qui est dans l'attente d'un ailleurs qui soit meilleur, d'un rêve, d'un accomplissement. Et son arrivée à Venise s'avère pas du tout être celle qu'il s'imaginait. Et il va rencontrer un homme dont il va tomber amoureux. En fait, je trouve que c'est vraiment une histoire d'amour entre un homme et un songe. Il y a des phrases qui sont extrêmement intéressantes, il y a une pensée qui est très enrichissante autour de la notion d'accomplissement de l'entre-deux-mondes, c'est-à-dire entre l'homme qui veut créer, qui est entre la vie et la mort. Qu'est-ce que la mort en soi? Est-ce que l'artiste a vraiment une place? Il y a des passages vraiment très beaux, j'ai beaucoup aimé la plume et ça me donne envie d'aller plus loin dans Thomas Mann parce que sa plume m'intrigue beaucoup et je suis un petit peu restée sur ma faim par la brièveté de ce récit-ci, même s'il a été très plaisant pour moi. Ensuite, j'ai lu en numérique La domination policière de Mathieu Rigouste qui avait été mis en ligne gratuitement par les éditions La Fabrique. Mathieu Rigouste, il va analyser tout le processus en fait de domination policière comme l'indique le titre, notamment envers les populations racisées. Donc c'est un livre qui a été écrit avant tout ce qui s'est passé en juin, hein, ça ne sort pas d'hier. Il me semble que ça a été écrit entre 2012 et 2014 si je dis pas de bêtises. Cet essai est hyper enrichissant, hyper intéressant, avec des données précises, avec des analyses, un sarcasme, beaucoup d'informations qui sont indispensables à mon sens et qui sont d'autant plus importantes à connaître en vue des situations et de ce qui s'est passé en juin avec tout le mouvement et toutes les révélations qu'il y a eu de part et d'autre. On a beaucoup parlé des États-Unis, mais il faut quand même prendre conscience. Et j'espère et j'ai l'impression que les gens, au-delà de découvrir le racisme pour certains, se rendent compte de ce qui se passe et de l'impunité avec laquelle certains policiers agissent. Je ne vais pas m'étaler plus grandement, mais je pense que c'est une lecture qui est nécessaire pour saisir un petit peu tous les rouages de cette institution et de cette violence systémique qu'il y a. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture qui m'a apporté énormément d'informations quant à ce sujet-ci. Ensuite, j'ai lu Madame Bovary de Flaubert.
dont j'ai parlé dans mon book haul. Donc je vais pas résumer grandement. Madame Bovary, c'est une femme qui n'est pas heureuse dans son mariage. Pour faire vraiment un résumé très très bref, une femme absolument amoureuse de l'écriture, de l'art, de la littérature. Et on va la suivre entre plusieurs amours, on va dire, plusieurs idéaux, plusieurs hommes, plusieurs envies amoureuses avec son mari, ce mariage où il y a quand même de l'amour, ce besoin d'émancipation, cette quête d'ailleurs, cette volonté à vivre ailleurs, que ça soit dans les récits, mais aussi dans une vie inventée qui ne relève pas de la littérature ou de l'art, bien que ça prenne une place fondamentale dans ses pensées. Donc je l'ai déjà dit, mais l'éducation sentimentale, il y a une grosse partie qui m'avait assommée. Et là, ça n'a pas été le cas. J'ai beaucoup aimé Madame Bovary, vraiment. J'ai trouvé la plume de Flaubert extrêmement poétique, extrêmement belle. J'avais eu énormément de mauvais retours de Madame Bovary en fait. Et ma lecture a juste contredit tout ce qu'on avait pu me faire comme commentaire. Il y a des passages que j'ai relevés. Madame Bovary, elle a une force de caractère, je trouve, et à la fois il y a une naïveté qu'on voit partir peu à peu. Il y a le développement du fait de devenir une femme, de prendre des décisions. Il y a une déception de la vie. Le seul point sur lequel j'étais un peu déçue, c'est que moi j'attendais, et peut-être que c'est moi qui n'ai pas lu en sous-texte, mais plus de profondeur dans la notion de bovarisme. Donc la notion d'ovarisme, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le fait de vivre dans la littérature et de s'imaginer en personnage de roman. Bien sûr, il y a cette notion, mais elle n'est pas aussi prégnante que ce que j'en attendais. Et c'est le seul point sur lequel je suis restée un peu sur ma faim. Après, le roman était super, j'ai beaucoup aimé. Je suis très heureuse d'avoir lu ce classique qui manquait à ma culture générale. Je trouve qu'il se lit très bien et je vous incite à lire si vous ne l'avez pas fait ou si vous avez lu du Flaubert, notamment l'éducation sentimentale, et que ça vous a pas laissé un super souvenir. Ensuite, j'ai lu Dark Days de James Baldwin. Je suis très heureuse d'avoir lu ce livre. Il est extrêmement court. Il fait 50 pages, je crois. Donc là, c'est les éditions Penguin, une livre. James Baldwin, il va revenir sur sa vie. Et c'est plus ou moins un manifeste sur la situation des Noirs aux États-Unis à son époque. Donc encore une fois, ça ne date pas d'hier. Il va s'adresser à la population blanche notamment en leur disant « Réveillez-vous », ça c'est plus la dernière partie. Et ça entre d'autant plus en résonance avec ce qui s'est passé ces derniers temps. Il va revenir sur sa vie et sur le fait que lui a dû se battre plus que tout individu autour de lui en raison de sa couleur de peau, qu'il a eu du mal à s'intégrer à l'université, qu'il était porté par un flot d'artistes incroyables. Il a eu la chance de rencontrer des gens et des artistes dans sa vie qui l'ont amené à pouvoir devenir qui il était. Je vous incite vraiment à lire Dark Days si vous pouvez le trouver. C'est à la fois un parcours de vie et à la fois un essai, je dirais, sur la condition noire aux États-Unis. C'est court, mais ça a toujours le mot juste. Et Baldwin, j'avais déjà beaucoup aimé Giovanni's Room, mais là, Dark Days, qui est un essai, est tout aussi enrichissant. J'ai lu La philosophie de la mode de Georges Simmel, que j'ai trouvé. Et merci Capucine si tu passes par là, parce que tu as l'œil de lynx, c'est toi qui l'as trouvé dans les rayons. Donc c'est un livre que je voulais lire depuis longtemps en fait, parce que Amélie de la chaîne The Golden Ground a fait une vidéo dessus et s'appuie pas mal dessus dans ses analyses, étant donné qu'elle revient beaucoup sur la philosophie et la mode. Donc là, Georges Simmel va expliquer aussi la notion d'individu, d'appartenir au groupe et de s'échapper, s'extraire et prendre sa place au-delà du groupe,
trouver son originalité, son identité, je dirais. C'est très court là encore, ça fait 60 pages, même pas. Il va prendre aussi des bases historiques pour revenir sur cette notion de mode et à quel point c'est à la fois émancipateur, et il va revenir sur des notions historiques et montrer à quel point c'est à la fois facteur d'émancipation mais aussi d'enfermement dans les groupes sociaux, comment sociologiquement la mode nous éduque, nous inculque de rester dans un groupe social, ou comment c'est réutilisé pour dépasser sa condition sociale, mais que finalement ce n'est qu'une mystification parce que les codes d'une mode peuvent être pris par un autre groupe qui va les utiliser à son escient et les codes vont changer d'un groupe à l'autre. Je ne sais pas si c'est très explicite. Il y a la vidéo d'Amélie qui en parle plus longuement et avec beaucoup plus d'analyse que moi. J'ai beaucoup aimé. Après, je trouve qu'il se répète beaucoup et c'est un petit peu bête dans 60 pages. J'essaierai peut-être de trouver un autre ouvrage de cet auteur par rapport à ce sujet, parce que lier la mode à la sociologie, à la philosophie, c'est hyper important et c'est une fois de plus pourquoi je vous incite à aller regarder la chaîne d'Amélie qui m'a vraiment incité à lire ce livre aussi. Ensuite, j'ai lu Race et Histoire de Claude Lévi-Strauss. On est encore sur de la sociologie et de l'anthropologie. Il va expliquer la notion de culture entre guillemets et la notion de race, lier les deux et voir à quel point la vision occidentale sert à asservir d'autres populations, d'autres cultures et d'autres pays, et à quel point nous, petits occidentaux, sommes enfermés dans une vision unique, avec la notion de progrès, de société primitive, la notion d'homme avec l'objet, d'avoir l'objet qui remplace l'homme, l'outil qui serait prisme de supériorité, et à quel point c'est là depuis des années, mais que ce sont des constructions sociales, des constructions culturelles. Donc là encore, c'est un court essai, ça n'empêche pas qu'il soit extrêmement intéressant, j'ai beaucoup aimé le lire. Il y a des notions qui sont exploitées en très très peu de pages, et pour le coup, je trouve qu'il se répète, mais qu'il y a toujours une idée supplémentaire qui vient dans ces pages, dans les paragraphes suivants. Et à mon avis, c'est une bonne porte d'entrée pour Lévi-Strauss. Je n'ai lu que celui-ci à l'heure actuelle, mais si j'en trouve d'autres de Lévi-Strauss, je pense que je vais vraiment les acheter parce que sa pensée est extrêmement intéressante, extrêmement enrichissante, et j'ai davantage envie de lire ce type d'essai sur des notions sociétales et sur comment sont régies les instances de nos sociétés, comment tous les phénomènes de domination de la part des instances, de la part des classes dirigeantes en fait, sont régis, tout comme c'est le cas avec la domination policière que je vous ai présenté plus tôt, qui explique aussi à quel point ce sont des oppressions systémiques. Après, je vais vous parler de La Place de Annie Ernaux. J'avais lu La Honte, que j'avais pas aimé. Je trouvais qu'elle allait pas en profondeur. C'était pas nécessairement la plume, j'avais pas trouvé exceptionnelle, mais c'était pas ça qui m'avait posé le plus de soucis, je crois. Donc là, j'ai lu celui-ci. Elle revient sur le fait qu'elle a été prise à Paris pour passer son agrégation, et finalement on va totalement se détourner de ça. Elle va revenir sur l'histoire de son père dans sa chronologie, dans l'histoire de sa famille, dans ses relations avec son père, dans la place des origines et la notion de mort de son père, tout ce qu'il y a eu autour de cet événement-ci, comment elle l'a vécu, quel homme il était. J'ai beaucoup aimé. Ça m'énerve parce qu'à l'heure actuelle, j'en ai très peu de souvenirs parce que je l'ai lu il y a quand même quelques temps. Mais elle revient en fait sur une population totalement laissée à l'abandon, sur un homme qui se sent bête face à l'intelligence de sa fille, un homme qui est encore dans sa condition et qui l'a accepté, mais qui la vit comme inchangeable, inchangé, qui est très cynique, qui a à la fois une volonté de ne pas appartenir à une classe qui serait encore plus inférieure que la sienne, mais qui sait qu'il aura du mal à dépasser celle qu'il a.
Ça m'énerve parce que je rends pas du tout justice au livre. Quoi qu'il en soit, Annie Ernaux a trouvé une place dans mes lectures. Pour le coup, j'ai aimé. Ça me donne envie peut-être de m'y retenter, notamment avec l'événement dont Jules Littérature a parlé dans une de ses dernières vidéos que je vous incite à voir sur l'avortement en littérature. Annie Ernaux, elle a une plume qui relate très bien les conditions ouvrières qu'elle a connues. Ce sont souvent quand même des romans auto-fictionnels, autobiographiques, et qui laissent vraiment avoir cette population laissée à l'abandon, comme je l'ai dit précédemment. Je vais rester sur le même ton avec En finir avec Eddie Bellegueule de Édouard Louis. En me lançant dans ce livre, je ne m'attendais pas du tout à ça. Édouard Louis, là encore, il va revenir sur son enfance et sur la population avec laquelle il a grandi, les réalités sociales qu'il a connues. Alors il a été dans un milieu très rural, très conservateur, très homophobe, raciste et toute autre joyeuseté de ce type, alors que lui découvrait son homosexualité. Donc il a été défini comme l'homo, pour ne pas dire toutes les injures qu'on va lire, et c'est juste au moment où il réussira à partir au lycée ailleurs qu'il pourra vraiment devenir qui il souhaite être. Il y a toute une dynamique de c'est le garçon maigre, frêle, où il n'est pas valable dans cette société. C'est une dynamique de violence de la part des parents et il revient sur ce récit, sur cette enfance hyper violente psychologiquement. J'avoue que je m'attendais à tomber dans un contemporain, je vais pas dire léger, mais j'avais besoin de changer d'air après La Place. Et je me suis lancée dessus parce que j'en entendais parler à maintes reprises avec une notion de transfuge de classe. En fait, c'est ça. La plume de Édouard Louis, elle relate des violences et elle est violente. Il y avait des fois où il fallait que je repose le livre parce que, waouh, c'était lourd à encaisser. C'est écrit comme un contemporain, mais c'est pas mal écrit et en plus ça se lit très bien parce que les parties sont relativement courtes. Il va rendre aussi le portrait d'une époque, le portrait de l'attrait de l'argent, l'attrait du matériel, la condition des femmes aussi, la condition de sa mère, de sa sœur, qui sont finalement retournées, réassignées à cette condition de femme asservie au sein du foyer, au service de l'homme, avec toute cette idée de ruralité, d'archaïsme en fait. La culture et cercle dans lequel a grandi Édouard Louis, il est archaïque, comme je l'ai dit, conservateur, mais avec tous les clichés qui suivent, l'attrait à la télé, à la viande, au fait de rester là, avec tout cet humour un peu graveleur qui est extrêmement difficile à supporter. En soi, je trouve que le livre est vraiment bien, mais faut être accroché. Et j'ai lu à un moment où en fait ça a été hyper violent en fait. Ma lecture de ce livre a été hyper, je vais pas dire conflictuelle, parce que c'est des réalités là encore qui sont nécessaires de connaître et sur lesquelles il est nécessaire de s'informer. C'est pas une lecture légère en fait, et je préfère prévenir les gens qui seraient intrigués par ce roman-ci. Je vais revenir à Chloé Delhomme avec Le Cri du Sablier. On est sur la même lancée parce que Le Cri du Sablier n'est pas un livre léger. Après En finir avec Eddie Bellegueule et après La Place, je me suis dit il est court, ça va me faire une petite lecture tranquille. Et pas du tout. Chloé Delhomme revient sur une relation hyper violente avec son père. Je croyais me lancer dans une nouvelle, un roman, et en fait c'est pas du tout ça. C'est pas sous forme épistolaire, mais c'est plus ou moins une lettre adressée à son père, je dirais, ou du moins ça en prend la forme dans l'adresse. La narration est à la troisième personne du singulier. Alors du coup on va suivre Chloé, mais je suppose que c'est elle. C'est une réminiscence d'une enfance totalement volée par son père, par la violence du foyer, par la violence du patriarcat, sur comment il se met en place au sein du foyer, la notion de honte en fait, de la part des parents, de la part du père, envers sa fille, envers sa femme, envers le rejet,
au sein de la famille, avec une volonté aussi de partir, de s'échapper de cette espèce de prison familiale. On a l'impression d'être sur la corde pendant tout le long. Je sais pas lequel entre En finir avec Eddie Belle Gueule et celui-ci a été le plus violent finalement, parce qu'il est très court et la plume m'a pas vraiment plu à vrai dire, mais ça a été limite plus simple de m'identifier à cet ouvrage du coup parce que c'était à la troisième personne du singulier et parce que c'était écrit par une femme, mais ça a été encore plus violent. Il y a une surabondance de virilisme, de virilité dans les deux ouvrages, mais dans celui-ci c'est hyper prégnant aussi. Finalement ça a été une lecture très dure, voire désagréable par la lourdeur en fait des mots et de ce qu'elle évoque. 3 livres très lourds, très très lourds à lire. Après j'ai lu Les Justes de Camus, qui est une pièce de théâtre. On revient sur une bande de jeunes qui veulent commettre un attentat en Russie contre un empereur ou un tsar, je ne sais plus. On voit toute la fraternité qu'il y a entre ces jeunes, toutes les réalités sociales auxquelles ils sont confrontés, cette attente d'accomplissement. Il y a tout un suspense qui est maintenu, toute une amitié qui est aussi régie dans ces moments de stress et de pouvoir se mettre en place. Il y a une dynamique autour de cette volonté de révolution, d'avoir raison. Il y a tout un questionnement de la justice et des valeurs interpersonnelles, des intérêts personnels, de la notion de bien et de mal une fois de plus. Tout comme j'ai beaucoup aimé La Chute, et La Chute restera supérieure dans sa lecture je crois, enfin dans mon appréciation en tout cas, que Les Justes. Il y a toujours cette notion de bien et de mal qui est questionnée par Camus. C'est une pièce qui est simple à lire, même avec des noms russes dans lesquels on peut se perdre. Il y a tout un retour sur des notions historiques aussi. Il y a aussi la volonté de vouloir prendre une place dans ses convictions, de pouvoir agir en fait pour ce qui nous semble honorable, pour ce qui nous semble juste. Et je termine avec La Dame aux camélias de Alexandre Dumas fils, que j'ai lu à la fin du mois et dont je parle un peu dans le vlog que j'ai posté. On va suivre un jeune homme qui tombe amoureux d'une femme qui s'appelle Marguerite. Cette jeune femme, c'est une courtisane. Marguerite, c'est une femme qui est adulée, qui est mystérieuse, qui est voulue par beaucoup, qui vit grâce à ses relations avec des hommes haut placés. Je trouve que c'est une femme qui est quand même très indépendante malgré le fait qu'elle soit entretenue par des hommes. Je trouve qu'il y a une plume extrêmement sensible, extrêmement belle. Il a une façon de décrire les sentiments, de décrire l'amour, la tristesse, très très belle. C'est à la fois une plume qui est fluide et qui est une fois de plus sensible. J'en ai davantage parlé dans mon vlog, mais voilà. J'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai relevé pas mal de passages. On a tout un portrait de la société et des instances, de comment c'est régi, comment fonctionne la bourgeoisie à cette époque-ci, comment aussi sont décrites les femmes, parce que même si il y a une sublimation de Marguerite, il y a un truc qui relève davantage d'une chimère, d'une figure un peu mystique, à certains égards. Il y a quand même une vision relative à l'époque, ce n'est pas girl power, mais il y a une description de la femme qui est très belle, en relation avec l'amour. En fait, la femme est totalement intégrée à la notion de l'amour. Quoi qu'il en soit, si vous tombez sur un Dumas, ou du moins sur celui-ci, je vous invite à le lire parce qu'il est très beau en fait. Voilà, j'ai terminé avec les livres. Je vais essayer de tourner tout ce qui est en relation avec l'audiovisuel et l'audio bientôt, mais je l'ai déjà dit dans mon vlog. J'ai commencé à travailler et donc du coup je manque de temps et pour tourner et pour monter, etc. etc. Surtout que j'ai beaucoup lu le mois dernier, donc du coup j'ai voulu aller plutôt vite
pour pouvoir vous parler de tout, mais je sais pas si j'ai réussi à faire de bonnes descriptions des ouvrages que j'ai évoqués. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve pour la suite. Quoi qu'il en soit, vous pouvez me contacter sur Instagram, sur Twitter, me suivre sur Sens Critique pour voir un petit peu tout ce que je vois, tout ce que je lis et ce que j'écoute aussi. Je vous dis à très bientôt. Des bisous. Ciao.